Bonjour à tous, je vais débriefer le choc France-Irlande, match de haute intensité, qui a permis aux Bleus de prendre seul la tête du tournoi après 2 journées. Je zoomerai sur la supériorité des avants français en première période, puis le réveil irlandais et la résistance des Bleus en deuxième. Enfin, je décortiquerai quelques actions offensives. Avant cela, je vous rappelle qu'il est important de vous abonner à la chaîne et de bien cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains contenus de la chaîne. Pour les mordus de stats, je vous invite à me soutenir sur Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à de nombreuses données sur les compétitions majeures du rugby à 15. Ce match a démarré sur les chapeaux de roue, avec 3 séquences majeures en 10 minutes, 17 points inscrits et aucune mêlée ou touche jouée dans ce même laps de temps. Par la suite, on a continué sur un bon rythme, mais le combat féroce a fait perdre de la lucidité aux 30 joueurs. Déjà, chacune des deux équipes a raté un lancer en touche et on a cafouillé un autre. Surtout, on a quand même vu 7 en avant en 23 minutes. Heureusement, les deux équipes avaient envie de jouer. Dans une configuration aussi combative, physique et équilibrée, chaque ballon de relance était une opportunité à saisir pour désorganiser l'adversaire. Comme sur ce jeu au pied de Villiers, après une récupération de Dupont. Les Irlandais ont reculé de 60 mètres, subi la pression de Jaminet, concédé une pénalité et 3 points. Avec cette mentalité joueuse, les 7 en avant de la première période ont donné lieu à seulement 2 mêlées, et le jeu n'a pas été franchement haché, avec encore pas mal de séquences longues, dont une de près de 2 minutes. Durant celle-ci, les Français ont clairement pris le dessus devant. D'abord en mêlée, avec 2 pénalités glanées sur 4 mêlées disputées et aucune concédée. Plus spécifiquement, c'est l'axe droit Tonio Willemse qui a fait beaucoup de mal au gaucher irlandais porteur. Ensuite, les tricolores ont plusieurs fois sonné la charge avec autorité, dans le sillage habituel du très costaud Aldrit, ou bien de la paire toulousaine Baye Marchand. Certaines séquences devant ont épuisé les Irlandais, comme cet enchaînement de charges à la 23e. Quand les avants n'étaient pas sollicités, c'est la puissance de Ficou qui était utilisée, à 3 reprises lors du premier acte. À la 18e, après une bonne touche française, Ficou charge plein axe pour ouvrir l'angle au pied de Dupont depuis ses 60 mètres. À la 33e, même configuration, sauf que les Bleus enchaînent ensuite dans l'axe, car ils sont dans le camp irlandais. Enfin, à la 31e, on a le condensé des actions offensives structurées des Bleus. Une prise de Woki en touche, Tamac lance encore Ficou dans l'axe, puis les Français sont en mode bulldozer, avec une succession de charges de Marchand, Willemse, Baye, Jolon et encore Willemse, lui aussi très dur à l'impact. Défensivement, même constat qu'offensivement, les Bleus ont gagné la bataille du 8 de devant. Premièrement, en contrant les ballons portés irlandais, pourtant l'une des grandes forces du 15 du trèfle. Ainsi, ce dernier n'a pas réussi à fixer la défense tricolore. Deuxièmement, les Irlandais ont subi la loi française dans la zone de ruck, un autre de leurs sérieux atouts. Étonnamment, ils ont concédé 3 pénalités au sol sur des grattages de Willemse, Jolon et Villiers. Sur ce dernier, dès la 4e minute, on peut voir le mauvais déblayage de Furlong et le retard de porteur. L'attitude négative des deux piliers irlandais contraste avec celle de leurs homologues français Baye et Antonio, 1 minute auparavant, sur le 3e ligne d'Oris. Troisièmement, les duels ont été majoritairement gagnés par les tricolores face aux assauts irlandais. Willemse tamponne sévèrement le pourtant costaud Beirne dès la 4e minute. À la 20e, bien que lancé, le très bon Josh van der Flier subit un arrêt net d'Antonio et Marchand. Même chez les 3/4, ça passe pas. Le solide centre Boundelaki recule sur la bonne prise de l'intenable Gabin Villiers à la 22e. À la 30e, on a le résumé de tout cela. Une mêlée irlandaise contenue, acquis stoppée par Ficou, et 2 charges stériles des avants plus tard, le grattage de Jolon. Battus devant, les Irlandais ont alors tenté de fixer le milieu du terrain par des leurres, avant d'écarter sur les extérieurs. Ceci en répétant 5 fois un schéma de jeu à peu près identique. À la base, on a une cellule de 4 joueurs. Un pivot, ici Furlong, un leurre extérieur, Ryan, un joueur à l'intérieur, ici Josh van der Flier, et le réceptionneur du ballon à l'extérieur, ici l'arrière Keenan. On retrouve ce type de lancement à la 9e, avec Doris en pivot pour son ouvreur Carbery. Il y a un avant à son intérieur, et Conan extérieur pour fixer et resserrer la défense adverse. Quelques variantes de cette phase de jeu ont été vues également. À la 3e, il ne manque que le leurre intérieur. À la 23e, Conan est en leurre intérieur et Ryan joue en pivot pour Ringrose. La redite de ce genre de combinaison et l'absence de leurre extérieur facilite la défense française et ça se termine par un en avant irlandais. À l'arrivée, le 15 du trèfle n'a trouvé des solutions qu'au pied, profitant de l'apathie de Jaminet sur ce renvoi pour aller scorer leurs uniques points de cette première période. Au ralenti, on voit que Carbery change de côté au dernier moment pour ce renvoi. Surtout, il place le ballon hors de portée du bloc by-cross, assez inattentif et peu réactif. Pour autant, Jaminet a bien lu la trajectoire, et même si l'ailier irlandais Hansen est masqué par Penaud, il doit aller au duel en l'air et ne pas attendre le ballon. C'est le joueur qui avance qui est prioritaire dans ces cas-là. Penaud recule et donc laisse logiquement le ballon à Jaminet. Enfin, voyant que Jaminet était sollicité sur ce renvoi, Tamac aurait dû couvrir un peu mieux le second rideau. L'erreur de l'arrière perpignanais a en tout cas dicté la tactique irlandaise pendant une bonne demi-heure. Il faut dire que le 15 français a commis un avant sur une chandelle à la 8e,
et encore été en difficulté dans le registre aérien à la 13e. Jaminet s'est rassuré à la 26e en captant cette fois-ci un énième coup de pied de Carberry. Par la suite, l'ouvreur irlandais n'utilisera d'ailleurs plus cette stratégie jusqu'à la mi-temps. La seconde période a eu une physionomie très différente de la première, au niveau de l'occupation, mais surtout aussi de la possession, nettement à l'avantage des Irlandais. Ces derniers ont remis les choses en ordre dès le retour des vestiaires, avec 90% de possession jusqu'à la 52e, et 2 essais transformés inscrits pour revenir à un petit point des Français. Sur ce laps de temps, le 15 du trèfle a tout simplement renversé la vapeur dans tous les secteurs. D'abord sur les ballons portés, avec un essai de Van der Flier inscrit en 8 petites secondes. Ensuite, les duels ont tourné en leur faveur, que ce soit au niveau des avants, ici avec Furlong, ou bien chez les trois quarts et le centre Ringrose qui trouve plus d'avancées. Surtout, les Verts ont repris des couleurs dans la zone de ruck, avec leur tout premier grattage du match par porteur. Ce ballon gardé au sol par Jelon à la 43e était une faute que commettaient les Irlandais en première période. Inversion des rôles également en attaque, lorsque Villiers plonge pour gratter un ballon irlandais, une erreur qu'il ne faisait pas lors des 40 premières minutes. Dernier signe du retour des vrais Irlandais dans les rucks, les contre-rucks français devenaient insuffisants. Ici, le trio Woki, Aldrit, Moefana est très combatif, mais ça ne suffit pas pour récupérer le ballon. Ce retournement de situation dans les rucks se traduit au niveau des pénalités, avec des Irlandais plus dans les standards du haut niveau et un peu plus disciplinés que les tricolores. Enfin, le 15 du trèfle a retrouvé de l'efficacité sur ses lancements favoris. À la 46e, Carberry sert son pilier Furlong, Ryan est à son intérieur, la course du Centraki fixe Cross, et Furlong peut servir en pivot son arrière Keenan, qui perce sur 40 mètres. Tout cela s'est produit dans les 10 premières minutes de la seconde période, un schéma qui se répète pour les Bleus, déjà nettement en tête à la pause contre les Blacks en novembre dernier, ceci avant de prendre également 2 essais en 5 minutes. La différence, c'est que le trio Gros, Bamba, Taofifenua était rentré entre les 2 essais néo-zélandais et n'avait pas pu enrayer la dynamique des Blacks, qui étaient revenus à 2 points seulement des Français à l'heure de jeu. Là, les changements sont intervenus après les 2 essais irlandais à la 52e, et le banc a tout de suite remis les Français sur de bons rails. Et à la 53e, Ryan se fait découper par Jelon, et le nouvel entrant Taofifenua se met immédiatement en évidence dans le ruck, pour récupérer le ballon. On notera qu'on n'a plus le droit depuis quelques saisons de taper le ballon au pied dans les rucks. Ici, on voit bien que Taofifenua respecte cette règle. C'est bien l'Irlandais Ryan qui, sous pression, éjecte le ballon. Dans la foulée, toute la première ligne se met en évidence, avec Marchand à la récupération, qui lance le surpuissant Antonio. Puis, bien servi par Dupont, Bay va aplatir le second essai français. Au passage, il envoie bouler le vieillissant remplaçant Peter O'Mahony, symbole d'un banc irlandais inférieur à celui des Français. La suite de ce second acte sera un combat permanent, dans lequel les tricolores ont repris les bonnes habitudes du début de match, avec des gros plaquages, ici Cross, et des beaux tampons, comme celui de Taofifenua, qui a rempli à fond son rôle d'impact player. Malgré 65 minutes de haute intensité, Français et Irlandais offriront encore des séquences de jeu hallucinantes, entre défis d'avant et opposition au pied. 3 phases incroyables sont à noter, dont une de près de 3 minutes, avec une bonne dizaine de jeux au pied qui ont fait courir les avants jusqu'au bout de leurs limites. Est-ce la raison pour laquelle Ryan a choisi de prendre les 3 points à la 71e? Ce choix est pour moi incompréhensible. Les Irlandais avaient déjà le bonus défensif et maîtrisaient la possession. La pénale touche ouvrait la porte à un 4e essai, synonyme de bonus offensif, et la prise du score en cas de transformation réussie. Au pire, le 15 du trèfle conservait son bonus défensif et mettait la pression sur les Français dans leurs 10 mètres. Que ce soit 27-21 ou 27-24, le bonus défensif était là, et il fallait quoi qu'il arrive un essai pour l'emporter. Qui plus est, cette pénalité a donné un renvoi aux Bleus, qui ont pu réinvestir le camp irlandais en fin de match, et proposer ce petit coup de pied intelligent de Ficou derrière la ligne défensive irlandaise. Flamand récupère, puis les Irlandais se mettront à la faute par le numéro 6 Doris. En revoyant cette action, on constate que Doris met les coudes au sol dans le ruck, s'appuie complètement sur Cretin au sol, et joue délibérément le ballon, ralentissant la sortie de Lucu. On peut imaginer qu'une sortie plus rapide aurait évité le bon retour irlandais qui a empêché l'essai de Jaminet. Un carton jaune pour Doris aurait été plus que légitime. Les Français avaient une stratégie bien ciblée sur les renvois. Penaud, le plus rapide, se met derrière le bloc de saut irlandais en cas de raté de ce dernier. Ficou, rapide également, met la pression sur le sauteur, puis Aldrit vient l'aider à vite faire tomber le bloc irlandais. Jelon et Willemse arrivent en premier sécateur au bord de cette zone pour stopper une éventuelle charge des avants. Cette configuration s'est produite à la 8e et aussi dès le coup d'envoi, où on remarque également Penaud, Ficou, Aldrit, Jelon et Willemse. En seconde période, on a le même quintet, Penaud, Ficou, Aldrit, Jelon et Willemse, sauf que Penaud et Ficou décident d'aller au duel en l'air. Une stratégie plus dure face aux redoutables Irlandais, et qui enlève de la pression à la retombée. Je vais maintenant analyser quelques actions offensives françaises et irlandaises. Je démarre par le superbe premier essai français. Dupont joue vite la touche, Moefana crochette Ringrose et serre le feu follet Villiers.
Kono est servi petit côté et casse un plaquage. Un point de fixation plus tard, Dupont sert Tamac. Villiers est à son intérieur pour attirer l'œil des défenseurs. C'est Baye qui est servi, Villemc est en l'heure, et Baye pivote pour Jaminet. L'arrière lance Antonio pour une superbe charge. On remarque alors que Baye et Villemc, impliqués peu de temps auparavant sur l'action, sont déjà en position pour être les premiers soutiens d'Antonio dans le ruck. Aussi, Jaminet se replace vite sur l'extérieur, aux côtés de Penaud, qui était complètement à l'opposé du terrain il y a quelques secondes. Serré autour du ruck et en infériorité au large, les Irlandais glissent vers l'extérieur, ouvrant une brèche à Tamac. On note le bon changement de course de Moefana pour tromper l'adversaire, et c'est Dupont qui est servi pour l'essai. Les deux prochaines séquences mettent en lumière le travail offensif de Penaud. À la 34e, les Français ont bien serré la défense irlandaise grâce à de nombreuses charges. Dupont a donc l'intelligence de proposer une sautée pour aller chercher Penaud sur l'extérieur. Un crochet et une chistera superbe pour Moefana, l'action amènera 3 points aux Bleus. À la 52e, les Français viennent de prendre 14 points en 5 minutes et décident de reprendre la main sur les bases. Suite à une mêlée, Penaud est en 10, Ficou est en leurre et Tamac est servi derrière. C'est du grand classique. Le leurre de Jaminet sur Conway permet à Villiers d'avoir de l'espace. Plus tard, on suit encore la belle mobilité de Penaud, qui s'est replacé sur l'aile opposée, et nous gratifie encore de 2 crochets, avant de servir Jolon. Pour finir, focus sur 3 actions irlandaises. Le 3e essai irlandais, à la 49e, intervient après une grosse charge de Sheehan, qui mobilise 2 plaqueurs, Marchand et Jolon. Aldrit, qui veut gratter le ballon, est bien déblayé. On voit alors qu'on est trop nombreux petit côté, avec un 4 contre 3 si le 9 part à droite. De trop dans la ligne défensive, Villemc se replace tardivement, et il est logiquement pris par le crochet de Gibson Park. À la 70e, le 15 du trèfle apporte une variante à son lancement favori. On a toujours cette cellule de 4, avec Anderson balle en main, Van der Flier à son intérieur, le leurre extérieur de Doris, et Carberry servi derrière. Les Français, habitués à ce lancement, anticipent en montant sur Furlong. Mais Carberry varie bien en le sautant pour donner à Ryan. Flamand est battu. Pour conclure cette vidéo, retour sur une belle combinaison irlandaise à la 61e. Anderson capte la touche, feinte de portée pour fixer les avants bleus. Le talonneur fait office de numéro 9 au relais de Van der Flier. Gibson Park est loin du pack pour venir intervenir dans la ligne, alors que son vis-à-vis Penaud est loin pour couvrir une éventuelle combinaison aux 5 mètres sur la touche. Il sert son ouvreur après un leurre classique et efficace de Haki. Ringrose est servi, Keenan est cette fois-ci en leurre et fixe Ficou. On pourrait croire que Hansen, qui navigue derrière la ligne d'attaque, serait servi. Il n'en est rien. Il est là pour faire monter Villiers, libérant ainsi Conway extérieur. Carberry a de nouveau le ballon. C'est là qu'on voit que les Français défendent bien, avec Jaminet en couverture sur l'aile pour bloquer Conway démarqué. Hansen garde le ballon et progresse. On aperçoit alors le bon remplacement défensif de Penaud, venu de son aile opposée pour suppléer Jaminet et couvrir un éventuel jeu au pied dans le fond du terrain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez au pouce bleu si elle vous a plu et à soutenir la chaîne à travers Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. On fait une pause d'1 semaine et on se retrouve après le prometteur et délicat déplacement des Bleus en Écosse. À bientôt!